Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième loi de Newton. Eh bien, pour parler de la deuxième loi de Newton, nous allons rappeler un peu la première loi. La première loi dit que si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, eh bien, ceci est équivalent à Vg, qui est la vitesse ou le vecteur vitesse du centre d'inertie G, est une constante. Un vecteur constant est un vecteur qui garde la même direction, le même sens et la même norme, c'est-à-dire la même valeur. Donc, si la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul, eh bien, le centre d'inertie G est soit immobile, c'est-à-dire Vg est égal au vecteur nul et il reste immobile, soit le mouvement de G est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, on va réécrire la même loi, la première loi, mais d'une autre manière un peu. Si Vg est une constante, eh bien, on peut écrire dVg sur dt est égal au vecteur nul. Donc, je peux dire que dans la première loi de Newton, eh bien, si la somme des vecteurs force extérieure qui s'applique à un corps est nulle, est égale au vecteur nul, alors ceci est équivalent à dVg sur dt est égal vecteur nul, c'est-à-dire Vg est une constante. Alors, quand j'écris cette formulation de cette manière, je me pose la question, si ce vecteur somme est nul, alors ce vecteur est nul. Peut-être que les deux vecteurs sont tout simplement proportionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que dVg sur dt? C'est tout simplement AG. Donc, je réécris encore une fois la première loi de Newton sous la forme suivante. Si la somme des vecteurs force extérieure qui s'applique à un corps est égale au vecteur nul, alors AG, qui est le vecteur accélération du centre d'inertie G, est nul. Alors, si ces deux grandeurs sont proportionnelles, c'est-à-dire que ils sont en relation, si vous voulez, ils sont dépendants l'un de l'autre directement. La plus simple façon de relier deux grandeurs qui dépendent l'une de l'autre est de suggérer qu'elles sont proportionnelles. Eh bien, les travaux de Newton ont montré qu'effectivement, elles étaient proportionnelles avec un coefficient de proportionnalité qui est la masse du corps. Et la masse du corps s'exprime bien sûr en kilogrammes. Donc la masse du corps, c'est en kilogrammes. Eh bien, ceci est tout simplement l'expression mathématique de la deuxième loi de Newton. C'est donc une généralisation de la première loi de Newton. Voilà une expression de la première loi de Newton. Eh bien, ceci est l'expression de la deuxième loi de Newton. On voit qu'il s'agit d'une généralisation. Si AG est égal au vecteur nul, eh bien forcément la somme des vecteurs force est nulle. Et si la somme des vecteurs force qui s'exercent sur le corps est nulle, eh bien forcément AG est nul. Bien sûr, sauf si M est nul. Or, un corps quelconque a toujours une masse qui n'est pas du tout nulle. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Seulement, il faut savoir que comme la première loi, exactement, la deuxième loi n'est valable que pour le centre d'inertie G et elle n'est valable que dans un référentiel galiléen. Donc la masse du corps, elle est tout simplement en kilogrammes et c'est le coefficient de proportionnalité entre la somme des vecteurs force extérieure et le vecteur accélération AG. Alors, prenons un exemple très simple, celui d'un corps qui fait une chute, c'est-à-dire un corps que l'on lâche et qui va tomber verticalement. Alors, le bilan des forces, le poids du corps, ce corps n'est soumis qu'à son poids. Bien sûr, réellement, il est soumis à d'autres forces. Par exemple,
il est soumis à la poussée d'Archimède due à l'air. Il peut être soumis à des frottements avec l'air. Mais dans ce cas, je vous ai dit que c'est un cas simple que je vais prendre. Donc j'ai négligé la poussée d'Archimède et j'ai négligé le frottement avec l'air. Donc le corps n'est soumis qu'à une seule force et c'est le poids. Alors appliquons la deuxième loi de Newton à cette situation. Eh bien, la somme des forces, c'est tout simplement P, il n'y a qu'une seule force, et elle est égale à MHG. Voilà donc l'expression de la deuxième loi de Newton dans ce cas particulier, dans ce cas simple. Or, le travail sur les vecteurs est un travail compliqué. Nous ne sommes pas habitués à le faire, donc on va essayer de passer à des nombres, à des scalaires, ce qu'on appelle les scalaires. Alors, il y a deux manières de passer d'une relation vectorielle à une relation avec des nombres. La première façon, c'est la projection de la relation, et la deuxième façon, c'est le passage à la norme. Le passage à la norme n'est utilisé que dans certains cas très simples. Dans ce cas, c'est ce qui peut être plus intéressant, c'est la projection de la relation. La projection dans le repère que nous utilisons. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de projeter cette relation dans le repère choisi. Alors, je considère un repère facilement fait par un axe orienté vers le haut et qui est l'axe OZ. Alors, le corps se trouve à l'instant t égale à 0 en un point qui se situe à une hauteur h de O. Donc tout simplement, z à cet instant t égale à 0 est tout simplement égal à h. Et je considère aussi que le corps, en fait, au début, à l'instant t égale à 0, il était au repos. Alors, projection sur l'axe OZ. Je projette quoi? C'est très simple, je projette la relation P égale M fois AG. Projection de P, PZ est égal moins P. Pourquoi moins? Parce que P est projeté dans le sens inverse de l'axe. Vous voyez que les deux vecteurs, K et P, ont des sens opposés. Donc la projection est négative. Et comme la projection qui est là est égale en valeur à P, eh bien c'est moins P. La projection de AZ, la projection du vecteur AG, c'est AZ. Et c'est ce que je vais chercher. Donc j'écris moins P est égal MAZ, c'est-à-dire j'ai projeté la partie à gauche, puis j'ai projeté la partie à droite. La partie à gauche, c'est PZ, donc c'est moins P égale MAZ, c'est-à-dire j'ai fait ceci. PZ est égal MAZ. En fait, c'est AGZ. Mais pour plus de facilité dans les écritures, je vais éliminer ce G. Mais je sais qu'il s'agit du centre d'inertie uniquement. Donc, P est égal à MG, donc ce sera moins MG est égal MAZ. Je conclus que AZ est égal moins G. J'ai donc obtenu la composante du vecteur accélération AZ sur l'axe OZ. Elle est égale à moins G. Je sais que AG et donc AZ est égal dVZ sur dt. Je cherche VZ. Donc je passe à la primitive. C'est donc moins GT plus une constante C. Comment déterminer cette constante C? Eh bien, en utilisant les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, la condition initiale, c'est à t égale à 0, le corps était immobile, donc Vz, c'était 0. J'utilise cette condition dans l'expression et je trouve que la constante est égale à 0. Si vous mettez t égale à 0, eh bien Vz doit être égal à 0. Et c'est effectivement la condition initiale. Je déduis donc que Vz est égal à moins Gt. Donc Vz est égal à moins Gt.
Maintenant, qu'est-ce que c'est que Vz? Je sais que Vz, c'est dz sur dt. Donc, z est égal. Moins 1 demi gt carré. Je passe à la primitive. Donc, si vous dérivez ici 2 sur 2, c'est 1. Et vous avez g fois t. Et donc, vous obtenez moins g. Et la constante, quand vous la dérivez, vous obtenez 0. Donc, ceci est vraiment la primitive de Vz. Donc, c'est z égale moins 1 demi gt carré plus une constante. On cherche alors les conditions initiales. On a dit que à t égale à 0, le corps se trouve à une hauteur z, à une hauteur h. Z égale h. À t égale à 0, z égale h. Je réécris donc l'équation z et donc j'obtiens l'équation horaire du mouvement. C'est z égale moins 1 demi gt carré plus h. Si vous mettez t égale à 0, vous obtenez z égale h. C'est la condition initiale. Donc voilà, j'ai obtenu l'équation horaire du mouvement. Donc si je récapitule, on a obtenu az égale moins g, vz égale moins gt et z égale moins 1 demi gt carré plus h. Donc en appliquant la deuxième loi, j'ai pu obtenir les équations de ce mouvement, c'est-à-dire l'équation qui décrit l'accélération, l'équation qui décrit la vitesse et l'équation qui décrit la position, et donc l'équation horaire du mouvement. Merci.